Nous savons aujourd'hui que la matière est constituée d'atomes et de molécules et que la quantité d'atomes et de molécules est évidemment extrêmement élevée puisque la mole est définie comme 6,10 exposant 23 objets. Donc nous allons introduire des concepts statistiques et montrer qu'en utilisant des statistiques, c'est-à-dire typiquement des valeurs moyennes, on va pouvoir comprendre non seulement la notion de pression, mais aussi la notion de température. Imaginons donc une paroi et des molécules qui viennent frapper cette paroi. Je définis une section S et je me demande pendant l'intervalle delta t combien de molécules vont venir frapper sur cette paroi. Pendant ce temps delta t, eh bien, toutes les molécules vont parcourir une distance Vx fois delta t et donc un volume S fois Vx fois delta t va venir frapper cette paroi. Ce qui veut dire que la masse qui vient frapper cette paroi sera la masse par unité de volume ρ fois ce volume, c'est-à-dire fois S Vx delta t. La quantité de mouvement associée à ce volume est évidemment la masse fois la vitesse, donc ρ fois S fois Vx fois delta t, multiplié par Vx. Je multiplie cette quantité de mouvement par un facteur 1,5 parce que seulement la moitié des particules va frapper la paroi qui est à gauche, l'autre moitié va de l'autre côté vers la droite. La force qui s'exerce sur la paroi est donc la variation de cette quantité de mouvement pendant la durée delta t. Donc la particule rebondissant avec la même vitesse Vx, on divise par delta t, on multiplie par 2 la force exercée sur la paroi est ρ fois S fois Vx carré. Il y a donc une force par unité de surface, donc il y a une pression qui vaut ρ fois Vx au carré. La pression résulte de choc des particules sur la paroi. J'ai fait évidemment une approximation en considérant que les particules étaient toutes animées d'une vitesse Vx. Le calcul statistique réel montre que le Vx carré doit être remplacé par un tiers de la valeur moyenne de la vitesse au carré. Enfin, la masse par unité de volume, c'est le nombre de particules n fois la masse d'une particule petit m divisé par le volume. Donc nous avons finalement que la pression est égale au nombre de particules fois la masse d'une particule divisé par le volume, multiplié par un tiers de la moyenne de la vitesse au carré. Donc la pression fois le volume est égale à 2 tiers du nombre de particules fois la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'une particule. Or, nous avions une loi physique sur les gaz qui disait que la pression fois le volume est égale au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits R fois la température mesurée en Kelvin. Le nombre de moles petit n n'est rien d'autre que le nombre de particules grand N divisé par le nombre d'Avogadro, ce qui nous permet d'affirmer que l'énergie cinétique moyenne dans un gaz d'une particule est égale à 3,5 fois la constante des gaz parfaits divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par la température. Donc la pression dans un gaz étant tout fluide résulte de chocs de particules sur la paroi et résulte donc de la variation de la quantité de mouvement, et la température n'est rien d'autre qu'une mesure de l'énergie cinétique moyenne de ces particules. Le rapport entre la constante des gaz parfaits R et le nombre d'Avogadro Na s'appelle la constante de Boltzmann, K indice B, et vaut 1,38 10 exposant moins 23 joules par mole et par Kelvin. La moyenne de l'énergie cinétique d'une particule est donc égale à 3,5 fois la constante de Boltzmann fois la température exprimée en Kelvin. Ce qui veut dire aussi que la moyenne de la vitesse au carré d'une particule est 3 fois la constante de Boltzmann fois la température en Kelvin divisée par la masse d'une particule. Cela nous permet de définir approximativement une vitesse caractéristique comme étant la racine carrée de 3 fois la constante des gaz parfaits R fois la température en Kelvin divisée par la masse molaire. Estimons cette vitesse caractéristique pour l'air à 300 Kelvin. La constante des gaz parfaits vaut 8,314. La masse molaire de l'air est de 29 grammes, ce qui nous donne une vitesse caractéristique de 500 mètres par seconde. On peut estimer le nombre de chocs sur la paroi par mètre carré et par seconde, et on trouve un nombre de l'ordre de 10 exposant 28 chocs par mètre carré et par seconde sur la paroi.
Pour un gaz parfait, on peut donc calculer l'énergie totale, qui est simplement la somme de l'énergie cinétique moyenne, c'est-à-dire le nombre de particules n fois l'énergie cinétique moyenne. Donc l'énergie totale interne est égale à 3,5 fois la pression multipliée par le volume. L'énergie totale, évidemment, doit tenir compte aussi des forces d'interaction entre les molécules. Mais lorsqu'on ne tient pas compte de ces forces d'interaction, ou bien que l'on dit qu'elles sont nulles, on parle alors d'un gaz parfait. La température étant une mesure d'énergie cinétique moyenne, la chaleur est donc une quantité d'énergie, ce qui nous permet d'introduire ce qu'on appelle la calorimétrie simple, qui est valable aussi bien pour les gaz, pour les liquides et les solides. La calorimétrie simple consiste à dire que si on fournit une quantité d'énergie à un corps, eh bien ce corps va augmenter sa température. Le lien entre la quantité d'énergie reçue et l'élévation de température est simplement delta Q égale, qui est la quantité d'énergie fournie, est égale à la masse m de ce corps multipliée par une constante petit c multipliée par la différence de température, c'est-à-dire l'élévation de température delta T. La quantité petit c s'appelle la chaleur spécifique massique de ce corps et est mesurée en joules par kilo et par Kelvin. Voici quelques valeurs de la chaleur spécifique massique de différents corps. Constatez que l'eau a une chaleur massique absolument élevée de 4187 joules par kilo et par Kelvin. Il faut donc 4187 joules pour élever 1 kilo d'eau d'un degré. Évidemment, la chaleur spécifique massique peut dépendre d'autres paramètres et par exemple peut dépendre de la température. Mais dans ce cours de BA1, nous considérerons toujours la chaleur spécifique comme étant une constante. Si on met plusieurs corps en présence des chauds et des froids, il y aura transfert d'énergie d'un corps vers un autre. Comme la chaleur est une mesure d'énergie et que l'énergie est conservée, la somme des différentes variations d'énergie est nulle. Le signe de delta Q est simple à comprendre. Si delta Q est positif, c'est que la température finale est plus grande que la température initiale, c'est-à-dire que le système reçoit de la chaleur. Si delta Q est négatif, ça veut dire que delta T est négatif et que donc la température finale est plus petite que la température initiale et que donc ce système donne de l'énergie. Donnons un petit exemple de l'utilisation de cette équation qui dit que la somme de toutes les énergies est nulle. Je demande quelle est la quantité d'eau à 60 degrés, je dois ajouter à 300 ml d'eau à 25 degrés Celsius pour obtenir une température finale de 50 degrés Celsius. Dans cette situation, je n'ai que deux systèmes, l'eau chaude qui va donner de l'énergie et l'eau froide qui va recevoir de l'énergie. J'écris donc l'équation du bilan. La masse m d'eau chaude à donner multipliée par la chaleur spécifique de l'eau multipliée par la différence de température, température finale 50 moins température initiale 60, plus les 300 ml, donc 0,3 fois la chaleur spécifique de l'eau fois la température finale 50 moins la température initiale 25, eh bien cette somme doit être égale à 0. La chaleur spécifique de l'eau disparaît de ce problème, il me reste donc moins 10 fois la masse, plus 0,3 fois 25 doit être égal à 0, ce qui me permet de trouver que la masse est de 0,75 kg, c'est-à-dire 750 ml d'eau chaude à 60 degrés à mélanger à 300 ml à 25 degrés pour obtenir une solution finale à 50 degrés. Aujourd'hui, on continue à utiliser comme unité la calorie qui vaut 4,187 joules. Cela vous permet aussi de comprendre que ce qu'on appelle la valeur nutritive des différents aliments est un concept complètement absurde, mais qui est quand même utilisé pour indiquer à la personne qui achète le produit quelle est cette valeur énergétique associée au produit. Prenons un exemple concret. Voici un tableau qui reprend les différentes valeurs nutritionnelles des lipides, des protéines, glucides et des fibres. Voici les valeurs nutritionnelles pour 100 g de pommes. La consommation de cette pomme doit normalement engendrer comme énergie 52 kcal. On dit que la pomme contient 0,3 g pour 100 g de protéines, 13,8 g de glucides et 0,2 g de lipides, toujours pour 100 g.
Vérifions d'abord cette valeur nutritive de la pomme. On a 0,3 g de protéines fois 4,2 kcal par gramme, plus 13,8 fois 4, plus 0,2 fois 8,9. Bref, on trouve 58,24 kcal, qui est proche effectivement de la valeur annoncée de 52 kcal. Convertissons ces kilocalories en joules, on a donc 243 443 joules à notre disposition en mangeant soi-disant 100 g de pommes. Si je me rappelle ce qu'est l'énergie potentielle de gravitation, je sais que c'est mgh, je prends un corps, disons, de 75 kg, petit g vaut 10, ce qui veut dire qu'en mangeant 100 g de pommes, on serait capable d'utiliser cette énergie pour s'élever de 324 mètres. Supposons maintenant qu'on ne fasse strictement rien, et donc cette énergie nutritive doit être utilisée pour augmenter la température de notre corps. J'ai donc 243 443 joules, qui est égal à m fois c fois delta t. La masse du corps est toujours de 75 kg. La chaleur spécifique du corps humain est de 3470 joules par kilo et par degré Kelvin, et multiplié par la différence de température. On trouve donc une différence de température de 0,94 degrés Celsius, c'est-à-dire que le corps devrait augmenter de presque 1 degré Celsius en mangeant 100 g de pommes. C'est évidemment totalement absurde. Ces soi-disant valeurs nutritives ne sont pas des valeurs nutritives, mais simplement l'énergie liée à la combustion de ces produits, et pas du tout l'énergie liée à la digestion de ces produits. Et donc effectivement, lorsqu'on digère une pomme, eh bien, la température ne s'élève pas d'1 degré Celsius parce qu'on ne brûle pas l'ensemble des contenus, c'est-à-dire on ne brûle pas les protéines, ni les glucides, ni les lipides. Le changement d'état, passage de solide à liquide ou de liquide à vapeur, se fait toujours à température constante. Et pourtant, il nécessite de l'énergie. Donc la quantité d'énergie ne va évidemment pas dépendre de la différence de température. Puisque la température est constante, la quantité d'énergie nécessaire ne dépend que de la masse du corps multipliée par une constante qu'on appelle chaleur latente. L'expression est donc l'énergie Q est égale à la masse M multipliée par la constante chaleur latente notée L qui s'exprime en joules par kilo. Il y a chaque fois une chaleur latente en fonction du changement d'état. Par exemple, une chaleur latente de fusion lorsqu'on passe de solide à liquide et une chaleur latente de vaporisation lorsqu'on passe de liquide à gaz. Voici quelques valeurs dans ce tableau pour l'eau, le mercure, l'aluminium et l'argent. Vous remarquerez dans ce tableau que les chaleurs latentes sont très importantes. La chaleur latente, par exemple, de vaporisation pour l'eau est de 2,26 millions de joules par kilo de liquide qui se transforme en gaz. Réciproquement, si la vapeur d'eau vient à se condenser sur votre peau, par exemple, elle passe de l'état gazeux à l'état liquide et votre peau reçoit 2,26 millions de joules par kilo de vapeur qui se condense sur votre peau. Les brûlures donc par les vapeurs sont extrêmement dangereuses. On peut évidemment combiner dans l'exercice aussi bien les chaleurs latentes que les chaleurs spécifiques. Par exemple, combien de cubes de glace à 0 degré dois-je ajouter dans 1 litre d'eau bouillante à 100 pour obtenir une température finale de 40 degrés. On suppose que tous les cubes de glace ont la même masse de 20 grammes. La somme de tous les delta Q doit toujours faire 0, il y a toujours conservation d'énergie. J'écris donc la somme des différentes énergies, j'ai n cubes multiplié par la masse d'un cube fois la chaleur latente de fusion, le cube fond à 0 degré pour passer de solide à liquide, j'ajoute la quantité d'énergie nécessaire pour que ces glaçons de masse petit m et au nombre petit n qui sont maintenant de l'eau passe de 0 degré eau à 40 degrés. J'ajoute la masse d'eau qui était d'1 litre par la chaleur spécifique de l'eau qui elle refroidit, qui passe de 100 à 40, et cette somme doit faire 0. J'injecte les valeurs numériques. La chaleur latente de fusion est 3,34 exposant 5. La chaleur spécifique de l'eau de 4187. La masse du glaçon était de 20 grammes. La masse de l'eau était de 1 kg. J'obtiens donc l'équation en n égale 0 et je trouve que n vaut 25.
Pour votre culture générale, puisque nous ne l'utiliserons pas dans ce cours, eh bien l'augmentation de température s'accompagne aussi d'une variation de volume, d'un changement de forme, d'un changement de longueur. La règle est ici une simple proportionnalité. La variation de longueur est égale à alpha, un coefficient qui dépend du corps, fois la longueur de l'objet. Plus l'objet est long, plus il se dilate, multiplié par la variation de température. Ce qui veut dire aussi que la variation de volume, qui est proportionnelle le volume à L cube, sera 3 alpha fois le volume fois delta T. Le tableau vous renseigne simplement sur les valeurs de ce coefficient en alpha mesuré en parts Kelvin pour l'eau, l'argent, l'acier, etc.